Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur France 3 pour cette deuxième soirée de débat consacrée aux élections départementales. Des élections qui arrivent à grands pas, puisque le premier tour se déroulera déjà ce dimanche. Dans une cinquantaine de minutes, on s'intéressera à la Saône-et-Loire, mais on débute tout de suite cette soirée avec la Côte d'Or. Et ce soir, je reçois sur ce plateau pour débattre Marie-Claire Bonnet-Vallet. Bonsoir. Bonsoir. Nathalie Kunders, bonsoir. Également avec nous Didier Martin, bonsoir. Bonsoir. Arnaud Guvenatam, bonsoir. Bonsoir. Et Rogné Lioret, bonsoir. Bonsoir. On va débuter cette émission avec tout d'abord un petit point sur le contexte politique de cette élection et je vous propose tout de suite de regarder la composition de l'Assemblée sortante. Une Assemblée présidée par François Sauvadet qui n'a pas pu se rendre disponible pour ce débat. C'était d'ailleurs déjà le cas il y a 6 ans. Marie-Claire Bonnet-Vallet, c'est donc vous ce soir qui représentez la majorité départementale sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez nous rassurer et nous dire que cette majorité se présente unie à ce scrutin? Ah oui, elle se présente tout à fait unie derrière un programme réuni sous la bannière La Côte d'Or passionnément. Et c'est un programme en faveur de l'équilibre territorial pour un développement sur 100% du territoire de la Côte d'Or. Je vous demande ça puisqu'on a vu qu'il y avait eu quelques tensions, ça a un petit peu vacillé, notamment au moment de l'annonce de Gilles Platret, des Républicains, de faire alliance avec Debout la France au régional. Est-ce que je me suis trompée de plateau ? Parce que je crois qu'ici, c'est la Côte d'Or. Ce soir, nous parlons de la Côte d'Or, des enjeux des élections départementales. Et la Côte d'Or mérite en elle-même qu'on s'y intéresse. Elle a des enjeux extraordinaires. Nous avons un budget depuis 600 millions d'euros. Bien sûr, et je crois qu'on est tous là pour en parler. Bien sûr, mais il vous a échappé qu'il y a certaines personnes qui se présentent à la fois et au départemental et au régional. Eh bien, moi, je suis candidate sur le canton de Saône pour les départementales. Et je suis là pour parler du programme de la Côte d'Or passionnément. Très bien. Didier Martin, vous, de La République En Marche, vous représentez la majorité présidentielle. Vous êtes présent avec cette majorité présidentielle sur 9 cantons, tantôt avec des binômes propres et tantôt avec des binômes mixtes, on va dire, avec la majorité départementale sortante. Est-ce que vous êtes devenu, Didier Martin, avec La République En Marche, un allié de la majorité départementale sortante, autrement dit de la droite? Les candidats de la majorité présidentielle sont rassemblés sous un slogan « Ensemble la Côte d'Or ». Nous verrons bien qui sera élu. Nous avons des propositions auxquelles nous tenons et politiquement, nous tenons à notre indépendance. Indépendance, mais vous faites des binômes mixtes quand même avec la droite sortante, donc vous êtes quelque part allié de cette majorité sortante. On a du mal à y voir clair, je ne vous le cache pas, et c'est valable un peu pour tout le monde. Alors, nous sommes très clairs. Nous allons avec une étiquette très claire. Nous refusons en particulier les compromissions actuellement en œuvre, que ce soit à la région ou même au département, entre la droite et l'extrême droite. Nous avons été très clairs sur ce point-là. De même que je salue le courage d'Emmanuel Coin et de Pascal Grappin, qui sont sortis de la liste conduite par M. Dugourc, qui est d'ailleurs mon adversaire sur le canton Dijon 1. Ils l'ont fait en toute responsabilité et cette décision a d'ailleurs été saluée par le président Sauvadet. Mais pour votre part, vous pouvez comprendre, vous par exemple qui venez de la gauche, de la gauche dijonnaise, vous pouvez comprendre que certains soient surpris de ce positionnement? Vous savez, moi j'ai quitté la majorité de gauche au conseil municipal quand on m'a mis dehors parce que j'avais fait le choix de La République En Marche et d'Emmanuel Macron. Nathalie Kunders, alors, ça vous surprend, vous, ce positionnement? Écoutez, moi je suis là pour parler plutôt du rassemblement de la gauche, des écologistes et du centre. Et donc, je serai là pour débattre plutôt de mon programme. Et moi, je ne m'occupe pas de mes adversaires. Vous ne voulez pas vous exprimer sur les alliances ou pas des adversaires? Non, écoutez, nous, on a trouvé un large rassemblement, comme j'ai dit, de la gauche, des écologistes et du centre, pour porter un programme ambitieux, pour faire de la Côte d'Or un département plus humain, plus rayonnant, plus solidaire et plus attractif. Alors justement, vous êtes allié 7 fois avec les écologistes. Ce n'était pas le cas au municipal, ce n'est pas le cas pour le premier tour des régionales. Là encore, pourquoi à tel scrutin oui et à d'autres non? Nous avons trouvé un accord sur un programme, donc il n'y a aucun malentendu sur un programme qui correspond aux compétences du département. Et vous savez, moi je crois au rassemblement des énergies, au dialogue et puis à la confrontation des idées. Et je pense qu'à plusieurs, on va plus loin que seul. Donc moi je me réjouis de ce large rassemblement.
vous, ça ne rassemblement. pose pas de problème de clarté pour l'électeur? Écoutez, Que pour telle élection, surtout qu'il y a ces deux élections en même temps, départementale et régionale? ce sont des élections différentes, ce sont des collectivités différentes avec des compétences différentes, ce sont des logiques différentes et aussi un paysage politique différent. Donc nous avons trouvé sur cette élection un accord sur un programme et donc, comme je l'ai dit, il n'y a aucun malentendu et je suis ici pour porter la voix du rassemblement de la gauche, des écologistes et du centre. Arnaud Guvenatam, je l'ai dit, vous représentez la France insoumise. Ce positionnement, pour vous, il est clair des uns et des autres? Déjà, je représente. Alors, la France insoumise fait partie de notre coalition et on a d'autres organisations de gauche avec lesquelles on a signé une charte d'engagement programmatique et une charte de valeurs d'une gauche sincère. Et là, ce à quoi on observe, c'est que dans la majorité départementale, vous avez des gens du centre. Vous avez des gens du centre à La République En Marche. À la gauche, on dit que c'est le rassemblement de la gauche, des écologistes et du centre. C'est effectivement la déliquescence d'un système politique, la Ve République, qui a commencé en 2017 et qui se poursuit. Donc nous, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a essayé de s'adresser à tout le monde pour dire, voilà, partageons une charte programmatique. Bon, il y a eu des accords avec un certain nombre d'organisations de gauche qui sont très claires sur le programme qu'on défend. Je pense que du coup, vis-à-vis des électeurs sur les cantons où on se présente, on est le choix de la clarté. Alors justement, le la gauche résultat, c'est que sincère. vous êtes présent sur 5 cantons. 5, c'est peu finalement, non? Oui, mais si on a 10 conseillers départementaux qui sont élus, aucune majorité ne se fera sans nous. C'est-à-dire que nous, on sera un point d'appui pour assurer aux gens, au département, qu'il y aura vraiment une politique écologiste, solidaire et sociale qui sera mise en place, parce que nous, on sera intransigeants. Cela dit, honnêtement, ce 5 sur 5 que vous nous annoncez, 5 victoires dans les 5 cantons que vous présentez, vous y croyez vraiment? Mais si on se présente, c'est pour gagner. Donc moi, de toute façon, tant que le résultat des votes n'est pas tombé, je fais campagne pour gagner. On fait tous campagne pour gagner. Parce qu'effectivement, il y a des urgences sociales, démocratiques, écologiques auxquelles il faut qu'on réponde. Et on considère que le département, comme le temps des cerises au niveau régional, qu'on est en mesure d'apporter des réponses à ces urgences. Donc c'est le jeu de la démocratie, on est présent et on fera en sorte de gagner pour impulser une politique départementale qui aille dans le sens de l'intérêt général. René Lieuret du Rassemblement national, je ne vous pose pas la question, évidemment, vous vous présentez aussi pour gagner? Oui, pour gagner, alors on part de très loin, puisque nous n'avons personne au conseil départemental, malgré en 2015 des scores de 27% au premier tour et 22% au deuxième tour. Bon, c'est le mode de scrutin qui veut ça. Nous avons là des objectifs réalistes. Nous pouvons créer la surprise dans 3 à 5 cantons. Et nous présentons des candidats sur 21 des 23 cantons. Alors justement, 21 sur 23, Oui. des départements de Bourgogne, la Côte d'Or est le seul qui ne présente pas des candidats partout. Comment ça se fait? Il y a eu 2 lacunes. Une lacune sur Dijon 1, où j'ai été un peu le maître d'œuvre de l'organisation de ces élections en reprenant la fédération au mois de janvier. J'avais trouvé un candidat, je n'ai pas trouvé la candidate. Donc c'est un binôme qu'il faut. Donc l'élection était... C'est le résultat un petit peu des moments de turbulence, des affrontements que vous avez pu connaître un peu dans votre camp, avec ce qu'on a vu au régional par exemple? Oui, ça c'est un épiphénomène. Il y a effectivement des gens qui cherchent des postes dans des partis. Ils ont été déçus. Voilà, je ne fais pas plus de commentaires là-dessus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire En tout cas, vous n'avez pas, sur les 2 cantons où vous ne présentez pas de candidat, vous n'avez pas fait d'alliance avec l'un des candidats pour... D'alliance? Oui, pour le favoriser. Ah non, absolument pas. Non, parce qu'on a pu entendre certains bruits de personnes qui s'étonnaient de l'absence du Rassemblement national sur 2 cantons. Non, nous n'avons pas trouvé de candidat non plus à Montbard, et ce sont les 2 seuls cantons où il n'y aura pas de candidat du Rassemblement national, malheureusement, mais les gens pourront voter pour les régionales. Merci pour ce petit tour, en tout cas, du contexte politique. On va maintenant parler du fond et entamer notre premier thème. Nous avons souhaité nous poser la question de quelle politique pour l'aide sociale à l'enfance au département de Côte d'Or, puisque ce n'est pas un scoop, la mission première du département, c'est l'action sociale et la solidarité. Et on va regarder ces chiffres, bien ceux du budget voté pour 2021. Et on voit que le premier poste de dépenses d'aide sociale est consacré à la question du handicap à hauteur de 81,1 millions d'euros. En 2, les services aux personnes âgées pour 77,4. Et puis en 3, en fait, celui consacré à l'enfance et aux familles pour 70,5 millions d'euros. Alors si les mesures prises en faveur des personnes handicapées font relativement
consensus, ou on fait consensus pendant 6 ans au sein de l'Assemblée. Ça n'a pas toujours été la même chose sur le budget enfance et famille. C'est le moins que l'on puisse dire. Nathalie Kunders, l'opposition que vous représentez sur le mandat écoulé a reproché à la majorité sortante un manque d'ambition. Vous leur reprochez quoi ? Oui, pour nous, comme vous l'avez dit, l'action sociale, c'est une compétence majeure du département. Et d'ailleurs, j'ai aussi des chiffres. J'ai fait le calcul sur l'ensemble du mandat. Ce sont par habitant 555 € par habitant qui ont été alloués à l'action sociale. Alors que pour des départements de même strate de population, on est bien au-delà. On est à 610, 615. Donc on voit bien que sur l'action sociale, le département manque d'ambition. Et effectivement, plus particulièrement sur la protection sociale de l'enfance, on a tous vu un reportage qui nous a tous choqués avec des images difficiles sur la protection de l'enfance. Et on va juste expliquer un reportage diffusé sur M6 il y a 1 an et demi, voilà, où une journaliste a pu, on va dire, infiltrer une maison d'accueil en se faisant recruter sans diplôme. Oui, effectivement. Et nous, on n'avait pas attendu ce reportage malheureux pour demander à chaque session que le président actuel, François Sauvadet, donne plus de moyens à la protection sociale de l'enfance. C'est une compétence majeure. Derrière, ce sont des enfants qui sont placés parce qu'ils sont en carence affective, en carence éducative, parce qu'il y a des problèmes familiaux, des violences familiales, des comportements. Et on peut et on doit faire mieux. Voilà. Donc nous, ce que nous proposons, c'est davantage de moyens pour l'aide sociale à l'enfance. C'est de recruter davantage d'éducateurs. Ce sont les remontées sur le terrain. La protection de l'enfance... On va voir en détail, mais déjà, Marie-Claire Bonnet-Vallée, je vous ai vu acquiescer. Plus de moyens, vous êtes d'accord ? Non, j'acquiesce parce qu'en fait, ça me confirme que nous défendons, et chaque position est certainement respectable, mais on a une vraie différence, en effet, sur le modèle que nous défendons au regard des solidarités qui touchent l'enfance en danger et la protection de l'enfance. Une vraie différence, en effet. Vous parlez de moyenne, Madame Kunders. Moi, je pense que la moyenne est une mauvaise chose, est un mauvais critère, parce que la moyenne, elle masque, en fait, la diversité des parcours. Nous plaidons pour une individualisation des parcours. Il y a 3000 jeunes qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance en Côte d'Or. 3000 jeunes, ce sont autant de réalités différentes derrière chacun des parcours de ces 3000 enfants ou jeunes. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas raisonner en valeur moyenne. On ne peut pas dire un enfant, c'est 550 €. Je parle d'enfants. Excusez-moi, je pense que couper la parole ne doit pas être un mode par défaut. Votre tour, on a le temps. Je vais poursuivre donc. Après, Monsieur Martin qui voulait intervenir. Je préférerais qu'on recite peut-être, qu'on replace les enjeux. Il y a 2 types d'enjeux auxquels il faut répondre quand on parle de protection de l'enfance et d'enfance en danger. Il y a déjà comment peut-on faire. Premier enjeu, comment peut-on faire pour protéger les enfants et les jeunes des violences de la part des adultes ? Donc tout ça, ça va être un travail en confiance avec soit des familles d'accueil, et je voudrais parler aussi des difficultés qu'a le département à recruter des familles d'accueil. Augmenter l'enveloppe, vous êtes non, mais d'accord ? on ne peut pas raisonner en termes d'enveloppe. Quand on parle d'individualisation des parcours, on parle de partenariat. C'est envisageable ou pas ? Ça n'est pas le sujet. Non. C'est un partenariat. Vous avez toutes les associations du champ social et vous avez aussi les dispositifs innovants. Et puis, il y a un deuxième enjeu qu'on ne peut pas dissocier. Et je terminerai là-dessus. C'est la violence des enfants entre eux. La violence que les enfants se font à eux-mêmes et la violence entre eux. Et je voudrais, là, remettre l'État devant ses responsabilités, puisqu'on va parler de soins. Nous n'avons eu de cesse de demander des moyens en pédopsychiatrie supplémentaires. Là, on parle d'enveloppe supplémentaire. Parce qu'un éducateur spécialisé, vous parlez de remontée de terrain. Nous, les remontées de terrain que nous avons, ce sont les éducateurs spécialisés qui ne sont pas des médecins psychiatres. On ira plus en détail après, mais il faut vraiment qu'on fasse tourner la parole. Didier Martin, puis Arnaud Guivenatam. Oui, j'entends les arguments des uns et des autres. Il faut savoir que ces enfants sont en détresse, sont en danger, que leur destin est largement compromis. Un SDF sur 4 de moins de 25 ans est issu de l'aide sociale à l'enfance. Sur les jeunes femmes, à 17 ans, elles ont plus de 10 fois plus de risques d'être enceintes, et souvent des grossesses non voulues, que le reste de la population. 70% de ces enfants sortent de l'ASE sans formation aucune, sans diplôme. Donc la situation, elle est très difficile
parce que ces enfants sont effectivement en danger, qu'il faut trouver des solutions. On est tous d'accord, mais sur la question de est-ce que le département doit mettre plus de moyens ou pas sur cette question? Alors, le titre du reportage dont on parlait tout à l'heure s'appelait « Scandaleuse défaillance ». C'est donc que le système est défaillant. D'ailleurs, l'établissement dont nous parlons a été mis sous tutelle par l'organisation parisienne pour surmonter cette difficulté. C'est vrai qu'il y a des difficultés sur le recrutement, sur la formation, sur les antécédents, y compris judiciaires, des personnes qui encadrent ces enfants. C'est vrai qu'il y a des manques sur les parcours, sur les droits des enfants et sur leur insertion professionnelle. Donc il faut mobiliser des moyens considérables. Et effectivement, d'un département à l'autre en France, les politiques sont Donc très vous différentes. seriez favorable à l'augmentation du budget? Tout à fait. Arnaud Guvenatam. Il y a deux types de problèmes qu'il y a. C'est-à-dire qu'il y a le premier problème de la prévention. C'est-à-dire que quand les enfants sont en danger qui n'est pas encore avéré. Et ensuite, deuxième chose, c'est quand le judiciaire prend le pas et que là, il y a un vrai danger qui est avéré. Et sur ces placements, systématiquement, on a beaucoup d'attentes de placement. Donc là, on a un problème parce que sur la prévention, le temps que les gens soient placés, ils passent dans le danger avéré et après, on bascule dans la catastrophe. Moi, je me suis entretenu avec les syndicats. Ils nous disent il y a un refus de recruter et ils ont mis en place une veille sociale, socio-éducative par les personnels du département en refusant de recruter alors que le département est sous le plafond depuis 2011. Donc, il y a des marges de manœuvre pour recruter. Ça, c'est une réalité. Vous refusez de recruter? Non, mais vous savez, Aussi, le département, moi, j'ai pas terminé. Oui, d'accord. Mais aussi, on parlait aussi de la formation professionnelle chez les enfants, mais il y a le contrat jeune majeur qui a été supprimé, qui permettait d'avoir une enveloppe, qui permettait d'accompagner les jeunes, de leur permettre d'avoir un loyer, de pouvoir se nourrir, de pouvoir poursuivre des formations pour se réinsérer, parce que, je rejoins ce que disait Didier Martin, et c'est même plus pessimiste par rapport à ce que m'ont dit les syndicats, c'est pas 25% des 17-25 SDF qui sont passés par l'ASE, mais moi les chiffres que j'ai, c'est 40%. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une claire défaillance du rôle du département sur la protection de l'enfance. En ajoutant quand même que la PMI, là aussi, c'est le parent pauvre. Et qu'on est passé par une crise du Covid. Infantile. Rapidement, on va peut-être laisser répondre Madame Bonnet-Vallet, puis après René Lioré. Oui, alors déjà, moi, je ne peux pas laisser dire que l'AMEX, qui avait été mise en lumière, dramatiquement mise en lumière avec l'année dernière, elle est révélatrice de la manière dont l'enfance en danger est traitée. Parce que là, ce n'est pas la candidate qui va vous répondre. C'est simplement qu'on jette l'opprobre sur toute une profession, sur les éducateurs spécialisés. Sur toute la chaîne de partenaires, toutes les associations du champ social qui œuvrent, avec lesquelles nous contractualisons dans des contrats pluriannuels sur lesquels nous mettons des moyens. C'est pas parce qu'on veut encadrer l'accompagnement de l'enfance en danger qu'on réduit les moyens, bien au contraire. J'ai en tête récemment un contrat conclu avec une des PEPS et BFC qui a abouti à l'ouverture de 600 000 € de crédits supplémentaires pour l'extension de l'AMEX, de la maison d'accueil à caractère social. Donc, ce n'est pas qu'une question de moyens. Vous savez, l'argent public, il est précieux. Et les cas qu'on évoque, l'enfance en danger, elle ne peut pas bénéficier du fracas qu'on fait avec de la télévision à grand spectacle. Et encore une fois, ce qui a été révélé, il y a des dysfonctionnements dramatiques qui ont été révélés. Certes, je ne veux pas les dénier, je ne veux pas dire que ça n'est pas vrai, c'était vrai. Mais il y a eu derrière des conséquences aussi immédiates, avec la saisine du procureur, la direction qui a été évincée, et puis des mesures très fortes. Il y a des des contrôles renforcés aussi derrière. Alors des contrôles renforcés et aléatoires surtout, parce que renforcer les contrôles c'est une chose, mais il faut qu'ils soient aléatoires. Et puis surtout, il y a eu l'instauration de référents à destination des enfants et des jeunes protégés, de manière à ce qu'ils puissent le saisir en cas de dysfonctionnement lourd. Et puis s'il vous plaît, autour de cette table, j'aimerais qu'on arrête de parler d'enfants ou de jeunes placés. On ne place pas les enfants. On les confie à des familles, on les confie à des éducateurs spécialisés. On va laisser parler un peu les autres, vous prenez beaucoup d'avance dans cette parole. On n'a pas encore entendu René Lioré. Alors, moi, je suis d'accord avec ce que j'entends, et certainement faut-il plus de moyens. Peut-être aussi faut-il, pour les gens qui encadrent, repréciser la fonction. Dans toutes les entreprises, il y a des définitions de fonction. Existent-elles dans ces maisons ? Existe-t-il des entretiens annuels de performance pour voir si les gens sont bien dans la ligne ? Est-ce que c'est fait régulièrement ? C'est ce qu'il faudrait savoir. On dit que le budget est trop faible. Alors moi, je suis là aussi pour proposer des sources d'économie. Les départements ont à leur charge
à hauteur de 2 milliards d'euros les mineurs non accompagnés. Oui, ça vous déplaît, mais je vais en parler. Les mineurs non accompagnés, qui à 80% ne sont pas des mineurs, ce sont de faux mineurs. Mais le problème surtout, et à tel point que c'est le Sénat qui s'en est ému et qui a confié une commission d'enquête auprès de la Cour des comptes, ces mineurs sont aussi en cause pour les crimes et délits. Je vais citer quelques chiffres. Alors, on va non, mais laissez-moi juste terminer parce que nos auditeurs ont besoin de l'entendre. À Bordeaux, 44% des crimes et délits sont commis par des mineurs non accompagnés. À Paris, 75% des mineurs qui sont déférés devant le parquet sont des mineurs étrangers. Donc là, il y a une source d'économie à faire pour ne pas encourager ces nouvelles filières de l'immigration clandestine qui font que pour faire passer un mineur en France, les passeurs prennent jusqu'à 15 000 euros. Parce qu'ensuite, on fait venir les familles, les frères et sœurs. Donc si on veut trouver de l'argent, voilà une source qui mérite d'être explorée. Didier Martin, vous voulez, et après, juste après, on revient. Oui, si on cherche des moyens et des moyens du côté de l'État, ils existent. Le secrétaire d'État, Adrien Taquet, a lancé une stratégie nationale de protection, de prévention et de protection. Le département de la Côte-d'Or a un peu tardé pour s'inscrire dans cette démarche-là. 80 millions dans la première enveloppe, 200 millions dans la deuxième enveloppe. Donc les moyens peuvent se trouver pour aller dans le sens que nous souhaitons tous, c'est-à-dire mettre ces enfants sous protection dans un environnement sain, stable et sécurisé. Sur les mineurs non accompagnés, très brièvement, effectivement, il y a des réseaux de passeurs, on dit que c'est une obligation des réseaux de maltraitance, des réseaux de type mafieux qui mettent ces jeunes dans des situations effectivement de délinquance. C'est contre ces réseaux qu'il faut lutter. Nathalie Kunders, vous voulez intervenir? Oui, alors je ne vais pas commenter le raccourci nauséabond entre les mineurs non accompagnés et la délinquance, mais c'est juste par rapport à la protection de l'enfance, même si je ne suis pas angélique et je sais effectivement, comme l'a dit M. Martin, qu'il y a des réseaux. Voilà. Mais je voulais juste dire par rapport à la protection de l'enfance, moi j'ai une pensée pour ces éducateurs spécialisés qui font le maximum avec les moyens qu'ils ont. Et c'est un fait. Il manque de personnel. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est davantage de personnel, c'est de mieux les former, effectivement, face au comportement de ces jeunes qui évoluent. Mais le comportement des jeunes, il évolue avec la société. Et je voudrais juste faire attention. Nous, ce qu'on souhaite, c'est humaniser aussi cette prise en charge. Parce qu'il ne faut pas non plus donner la responsabilité tout le temps à l'État. Effectivement, la pédopsychiatrie, la psychiatrie d'une façon générale et la pédopsychiatrie, c'est le parent pauvre de la médecine. Et je pense que l'État doit aussi mettre des moyens. Mais tous les enfants ne doivent pas être vus par un prisme médical. Tous n'ont pas forcément besoin de la pédopsychiatrie et ils ont besoin d'un accompagnement avec des éducateurs mieux formés et plus nombreux. En tout cas, c'est les remontées qu'on a sur le terrain et c'est ce que nous proposons dans notre programme. Vous répondrez. Alors moi, je veux bien souscrire à ce qui est dit, mais après, moi, j'observe aussi ce que les acteurs de terrain me disent, et notamment le suppléant, mon remplaçant sur le canton de Dijon 6, qui est infirmier puériculteur, et qui me dit que parce que un certain nombre de jeunes ne peuvent pas être pris en charge, sont envoyés à l'hôpital et sont médicalisés dans les services de pédopsie, ils les engorgent, alors qu'avec la crise de la Covid qu'on a vécue, les besoins en soins psychiatriques dans la population, et chez les enfants, même pas forcément qui viennent de l'ASE, se sont multipliés. Donc là, ça veut dire qu'on revient au-delà de la question du département, mais là, c'est la question de l'État. Et donc là, c'est effectivement la manière dont la politique de santé a été pensée depuis 30 ans, et comme on a cassé les hôpitaux sous votre majorité de M. Sarkozy, à l'époque où M. Sauvadet était ministre de Nicolas Sarkozy, sous le quinquennat de François Hollande, actuellement sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc ça ne vient pas de nulle part. Donc à un moment donné, on ne peut pas faire comme si... Ok, c'est un débat départemental, mais on ne peut pas faire comme si c'était juste une question départementale et qu'il n'y avait pas des implications et des intrications avec 30 ans de politique qui ont été menées et qui ont été destructrices de nos services publics. Et ça, je suis désolé, mais il va falloir y aller. Je vous laisse répondre et peut-être conclure sur cette thématique. Oui, moi je voudrais rester à l'échelon départemental et dire qu'on ne peut pas nourrir une politique d'exemple. J'ai entendu on m'a dit que non, c'est pas ça. Une politique construite autour de l'enfance et de la jeunesse et des familles, elle s'est construite de manière structurée. Sur la formation, ça tombe bien que nous parlions de formation, puisqu'on a un schéma départemental de l'enfance et de la famille, 2010-2025, qui a été largement débattu, qui a 3 volets. Repérer les enfants, prévenir donc, les accueillir et adapter l'offre d'accueil, famille, MEX, etc. Et puis, former.
Donc le constat, nous le faisons tous de manière commune. Après, c'est quels moyens on lui alloue et surtout, quelle politique au long terme. Je crois que l'enfance en danger, elle ne se nourrit pas du fracas qu'on peut faire autour d'une émission télévisée, je le répète. Et puis pour répondre à monsieur sur les entretiens, tous les agents du conseil départemental sont évalués tous les ans et c'est même un moment au cours duquel ils peuvent exprimer eux-mêmes leurs objectifs et pendant lequel nous allons faire un retour, leur hiérarchie va leur faire un retour sur leur manière de servir et de servir l'enfance en danger de manière singulière. Dernière intervention de M. Lioret. Ce chapitre, parce qu'il faut aussi proposer de bonnes idées, parce que l'enfance, c'est aussi l'éducation des enfants. Depuis qu'on a arrêté de rémunérer le congé parental, on a vu une baisse de la natalité. Le commissaire au plan, François Bayrou, s'en est ému récemment, disant qu'il allait manquer 50 000 naissances. Donc nous allons proposer de rémunérer le congé parental par le conseil départemental à hauteur de 500 € pendant un an renouvelable, donc pendant 1 à 2 ans, de manière à faire en sorte que les femmes puissent prendre du temps pour élever leurs enfants la première année ou la deuxième année. Pardon ? Pas les hommes, évidemment. Hein. Écoutez, les femmes ou les hommes, mais moi je pense plus volontiers que la maternité c'est féminin, mais si les hommes veulent le prendre... Professionnels des femmes avant tout, hein. Si les hommes veulent le prendre... Arrêtez sur ce premier... Un beau modèle patriarcal. Ne change pas. Mais écoutez, chacun ses défauts, vous en avez de gros aussi, alors je vous attaquerai tout à l'heure. Merci messieurs, on va arrêter là pour ce premier thème. On va passer à un deuxième thème dans un instant, mais juste avant, ce sont les questions flash. Les questions flash, des questions concrètes et précises que l'on vous a données à l'avance et qui appellent de votre part, s'il vous plaît, respectez la règle, une réponse en une phrase. Et on va tout de suite commencer avec la première. Pour lutter contre les déserts médicaux dans les zones où il n'y a pas de médecins, des médecins salariés ou non, Nathalie Kunders. Eh bien, plutôt favorable. L'expérimentation de la Saône-et-Loire a été concluante puisqu'aujourd'hui les habitants sont à moins de 15 minutes d'un médecin. Donc oui, à faire bien sûr en relation avec les syndicats de médecins, le CHU et l'ARS. Arnaud Guvenata. Favorable aussi, et c'est en lien avec le programme régional du temps des cerises qu'on a mis en place aussi pour lutter contre les déserts médicaux avec les médecins salariés. René Lioret. Favorable, oui aussi, mais un médecin qu'on envoie au fin fond de la campagne tout seul, ça va pas. Ça ira pas ni pour lui, ni pour son épouse, ni pour ses enfants. Donc il faut au moins créer des maisons médicales où les médecins puissent travailler en solidarité. Didier Martin. Je suis pour la création de postes de médecins salariés là où il y en a besoin, c'est-à-dire dans les déserts médicaux, lorsqu'un diagnostic d'une carence de l'offre est porté. Marie-Claire Bonnevelle. Encore une fois, il n'y a pas de système. Nous sommes plus en faveur du travail avec l'ordre des médecins, avec les professionnels de santé eux-mêmes, pour mailler le territoire de maisons de santé pluridisciplinaires que nous finançons auprès des intercommunalités et des communes. Deuxième question, le département doit-il donner plus de moyens financiers aux SDIS, René Lioret? Pardon? Le département doit-il attribuer plus oui, certainement, d'argent parce que 18 millions d'euros, moi j'arrive, donc je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas assez, mais il faut surtout éveiller le bénévolat, parce que 80% des effectifs, ce sont des bénévoles, et il en manque. Une très grande phrase, M. Lioret. Marie-Claire Bonnet-Vallet. Je réponds faux procès, puisque nous avons augmenté d'1,5 million d'euros l'année dernière les moyens alloués aux SDIS et que la couverture des risques en Côte d'Or, et nous y tenons beaucoup, elle est assurée à la fois par les sapeurs-pompiers professionnels, qui sont plus de 1400, et par les sapeurs-pompiers volontaires, qui sont plus de 1400, et par les pompiers professionnels qui interviennent, et nous en réjouissons parce qu'ils sont de grandes compétences les uns et les autres. Très longue phrase. Oui, très longue phrase, avec des virgules. Arnaud Guvenatam. Oui, tout à fait. Au moins pour aider à renouveler le matériel et puis leur adresser tout notre soutien vu les tâches compliquées qu'ils ont à réaliser. Nathalie Kunders. Oui, plus de moyens pour le SDIS. Ils font un travail formidable pour assurer notre sécurité. Et dans notre programme, nous proposons déjà de leur allouer la prime Covid, puisque le département ne leur a pas donné. Et puis en même temps, de leur donner l'intégralité de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance. Didier Martin. Plus de moyens pour les pompiers professionnels et volontaires. C'est nécessaire quand on pense à toute la tâche qu'ils ont accomplie pour la vaccination et bien sûr pour les secours. Le département doit-il financer, en tout cas participer au financement d'équipements de sécurité de type vidéosurveillance ou vidéoprotection, c'est comme vous voulez. Arnaud Guvenatam. Non, toutes les études montrent que ça a un taux d'élucidation faible, ça coûte très cher, ça tombe en panne, c'est beaucoup de personnel et on a largement
besoin de ces budgets pour faire d'autres choses sur les questions écologiques et sociales. Didier Martin. Oui, je pense qu'il faut renforcer ces moyens en concertation avec les communes, parce que c'est elles qui équipent les espaces publics, en concertation aussi avec la direction départementale de la sécurité publique, bien sûr en associant les élèves et les enseignants. Nathalie Kunders. Oui, maintenant, je suis surprise que durant le mandat, il n'y a pas eu 1 euro dédié à la vidéoprotection, alors que les communes se sont équipées et qu'à quelques mois des élections, eh bien voilà, ce projet ressurgit. Mais oui, bien sûr, nous en avons plusieurs à dire. Alors oui, absolument, en cohérence avec ce que nous avons fait au cours du mandat, puisque 1 million d'euros ont été accordés aux moyens de protection dédiés au collège. Nous avons commencé par le patrimoine départemental et nous prolongeons en aidant les communes à s'équiper de vidéosurveillance. C'est fait avec discernement et on travaille avec les communes, travaillent, c'est en tant que maire que je peux le dire. Nous travaillons en étroite collaboration avec la gendarmerie et le taux de l'élucidation n'est pas celui que vous dites, monsieur. René Lloret. Oui, il faut équiper l'ensemble des collèges de vidéosurveillance, mais la vidéosurveillance, ce sont les yeux. Il faut aussi des oreilles. Et nous proposerons de créer une brigade de sûreté des collèges qui aille dans les collèges pour écouter ce qui se passe, pour voir aussi des vidéos, comme on en a vu ce matin, de décapitation. Merci. Question suivante. On va parler un peu de tourisme. Alors ça va être difficile pour vous. Quel est l'atout numéro 1 du département qu'il faut mettre en avant, Nathalie Kunders? Pourquoi choisir? On a plein d'atouts dans le département. Et d'ailleurs, je regrette, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, le choix de Côte d'Or Tourisme de ne pas avoir mis une image de la ville de Dijon dans son dernier film de promotion. On va avoir l'occasion, je pense, d'en parler juste après. René Lloret. Habitant Dijon, bien sûr, habitant Beaune, excusez-moi, bien sûr, c'est la capitale des vins, mais il y a aussi la gastronomie, il y a aussi la route des vins, il y a aussi le Club Rougeot, mais il y a aussi tout l'aspect navigable du côté d'Auxonne, les fleuves, tout, et puis le pays de l'Auxois, le Châtillonnais, tout est à mettre en avant. Oui, c'est déjà 8000 emplois le tourisme en Côte d'Or. Donc bien évidemment, nous avons tous les atouts, le no-tourisme et la gastronomie, mais aussi les loisirs de pleine nature avec des véloroutes, 400 km de véloroutes, des voies d'eau extraordinaires, la Saône, le canal de Bourgogne. Donc il faut mettre tout ça à l'honneur pour faire vivre et continuer à faire vivre les professionnels du tourisme qui ont particulièrement souffert pendant cette crise. Didier Martin. Je pense que l'atout principal de notre département, c'est son histoire pluriséculaire qui se traduit dans son patrimoine très intéressant qui couvre toutes les époques. À ce patrimoine, ajoutons l'art de vivre avec la gastronomie, les arts de la table et bien sûr la renommée du vin de Bourgogne. Arnaud Guévenadam. Un des plus beaux départements, si ce n'est le plus beau département de France. On va être d'accord. Avec énormément, dans ces périodes-là, dans les périodes électorales. Avec énormément d'atouts, à ceci près que si le tourisme pouvait s'organiser de telle sorte qu'il ne soit pas du tourisme de masse et du tourisme international qui vienne de l'autre bout de la planète parce que c'est extrêmement polluant, je serais pour qu'il y ait un tourisme qui soit beaucoup plus localisé. Merci à vous 5 d'avoir joué le jeu. On va passer maintenant à notre deuxième thème et nous avons choisi de nous poser la question quelle relation entre le département et la métropole, puisque c'est l'un des changements notables, on va dire, de ces dernières années. Au 1er janvier 2020, l'une des conséquences de la loi NOTRe, 8 compétences ont été transférées du département vers la métropole de Dijon. Nathalie Kunders, vous vous présentez pour ces départementales, vous êtes également vice-présidente à la métropole. La loi vous permettait de réclamer ces compétences, elle ne vous y obligeait pas. En faisant cela, est-ce que vous n'avez pas affaibli le département ? Non, pas du tout. Enfin, on a respecté la loi, rien que la loi, toute la loi. Donc, on a pris effectivement l'ensemble des compétences que permettait la loi. Maintenant, quand on parle des relations, elles étaient déjà quasi inexistantes avant cette loi, puisque, et je le regrette, le président du département n'a de cesse d'opposer la métropole au reste du département. Je pense que ça nous affaiblit tous. Et en premier lieu, les habitants, puisque lorsqu'on voit les flux voitures, les flux vélos, on voit bien que les habitants n'ont pas cette frontière. Et pour beaucoup, certains viennent travailler à Dijon. Donc moi, je trouve ça dommageable. Est-ce que vous savez que la métropole, elle traite plus de 88% des ordures ménagères sur le département, que la métropole, c'est le bassin d'emploi du département avec plus de 60% d'emplois, que la métropole, c'est aussi une vitrine culturelle et touristique. Donc je regrette que depuis le début du mandat, en tout cas depuis que je suis élue, j'ai un discours d'un président, avant même la loi NOTRe,
préfet qui ne cesse d'opposer l'urbain et le rural et qui ne donne quasiment plus aucune subvention sur des projets à vocation départementale. La Cité internationale de la gastronomie et du vin, par exemple, où il y a eu 0 versé, la rénovation du musée des Beaux-Arts. On va aller un peu plus dans le détail. Marie-Claire Bonnet-Vallée, donc Nathalie Kunders, nous dit que ça n'a pas affaibli le département. Pourtant, on a eu l'impression que le département faisait un peu de la résistance. Ça s'est fait dans la douleur quand même. Alors, dans la douleur, en tout cas, si on partage certains constats, la nécessité de travailler ensemble, ce qui nous différencie, encore une fois, ça va être la méthode. La méthode, elle doit reposer sur une équité de traitement et sur une égalité entre les deux partenaires. Ça ne peut pas être consommer les services du département. Vous savez, le département, il travaille avec les 698 communes de Côte-d'Or, dont les 23 qui composent la métropole. Le département travaille avec les communes qui composent la métropole. Mais de quelle manière ? Encore une fois, pas sous forme de chèque en blanc, pas sous forme de guichet. Le département, ce n'est pas le guichet de la métropole, et c'est effectivement. Ça veut dire, Nathalie Kunders, vous voyez le département comme un guichet ? Ah non, pas du tout. On le voit comme un partenaire parce que je pense qu'on a la ville de Dijon et sa métropole a tout intérêt à avoir un département fort et vice-versa. Donc on le voit pas. Maintenant, on comprend pas pourquoi. Et c'est avant la loi Notré. On a un discours qui nous oppose. Moi, je souhaite un discours serein. Il n'y a aucune relation entre le département et la métropole. Et pour autant, la métropole, comme je l'ai dit, savez-vous qu'elle fournit l'eau à plus de 50 communes hors de la métropole. Donc il y a beaucoup d'atouts. On parlera de l'eau. On va parler tout à l'heure. Didier Martin, juste s'impatiente et après vous répondrez. Oui, je crois qu'il faut sortir de la guéguerre entre le département et la métropole. Se souvenir que c'est la loi Notré en 2015 qui prévoyait cette répartition des compétences avec des options. Qui la rendait possible, qui rendait la prise de compétences possible. Que de temps perdu. Il a fallu que le préfet intervienne et prenne un arrêté en 2019, après qu'un conseiller maître honoraire de la Cour des comptes ait été nommé pour arbitrer entre ces deux collectivités. Et moi, je considère que c'est un accord perdant-perdant. Parce qu'effectivement, il faut le reconnaître, le département a perdu des compétences. Et la métropole, qui a pris les compétences, s'est privée des subventions et des concours financiers du département. 2 exemples, l'Opéra de Dijon et la Cité internationale de la gastronomie. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire dans les années à venir pour rectifier ? Il faut se parler. Et puis il faut penser à une chose, c'est l'intérêt des Côte-d'Oriens et des Dijonnais. Plutôt que de se renvoyer la balle dans des responsabilités. 2 exemples, si vous permettez. Sur les personnes âgées, l'action sociale, c'est la métropole qui l'a pris, cette compétence. Et l'allocation aux personnes âgées, c'est le département. Sur les jeunes, le département s'occupe de l'aide sociale à l'enfance, s'occupe des collégiens, mais quand il s'agit de jeunes en difficulté ou de prévention spécialisée, c'est à la métropole. Comment s'y retrouver ? Et sur l'eau, qui est un vrai enjeu, une ressource rare et précieuse, il faut créer, et c'est une proposition que je porte, un comité départemental de l'eau. René Liorès, juste. Oui, écoutez, le département avait déjà perdu de nombreuses prérogatives lorsque les régions ont été créées. Et là, je constate qu'il en a encore perdu en les cédant à la métropole. Nous avons comme schéma la commune, le département et la nation. D'autres ont la communauté d'agglo, la métropole, la région et l'Union européenne. Donc nous sommes pour laisser un maximum de prérogatives au département. J'ajoute que nous sommes tout de même maintenant sur une métropole qui compte 250 000 habitants sur 23 communes, alors qu'on en compte 250 000 habitants sur 675 autres communes. Et nous demanderons à ce que 1 euro accordé à la métropole soit également 1 euro accordé à la ruralité. Arnaud Guy-Venatam, on ne vous a pas entendu sur ce sujet encore. Oui, là, c'est l'arbitrage de la guerre des chefs à plumes entre les François. Bon, moi, je regrette, mais il y a un moment donné où Didier Martin parlait de l'eau. Moi, c'est un sujet que je connais bien. Qu'il y ait des compétences de l'eau qui partent de la métropole au département, moi, je l'entends. Moi, je préférerais que ça reste à l'échelle de la métropole pour une raison simple, c'est que sur la question de la distribution et de l'assainissement, moi, je suis un militant de l'eau comme bien commun, parce que ça va être un enjeu du XXIe siècle, c'est une ressource qui va se faire de plus en plus rare. Mais que ce soit le département qui le gère ou que ce soit la métropole, in fine, c'est les multinationales qui continuent d'avoir la main sur la production et la distribution de l'eau. Et que ce soit le département ou que ce soit la métropole, moi, je m'y oppose. C'est-à-dire que, considérant que c'est un bien commun, on considère que les intérêts d'argent n'ont rien à voir dans la gestion de ces services publics. Et donc, ça, c'est une chose.
Après, Vous le préfet a pris sa renvoyez les décision. deux majorités dos à dos, là, c'est ça? Bah, bien sûr, parce que je suis ni d'accord avec le fait que le département veuille récupérer les questions de l'assainissement et de la distribution, et je suis pas d'accord avec la manière dont la métropole a créé une CEMOP, soi-disant une nouvelle méthode d'organisation de l'assainissement, qui en réalité, c'est toujours Suez qui pilote et qui fait des bénéfices. Donc voilà. Nathalie Kunders, cette guerre des François, elle est amenée à durer ou On verra bien. comment on en sort? On en sort en considérant la métropole et la ville de Dijon comme elle doit être considérée, comme la capitale régionale, la capitale du département. Je pense que ça affaiblit tout le monde. Moi, je pense déjà aux Côtes-d'Oriens, aux habitants qui eux, ne comprennent pas pourquoi l'Opéra de Dijon n'a plus de subvention, alors que je peux vous dire que les spectateurs viennent au-delà de la Côte d'Or. Même, il y a beaucoup de Côtes-d'Oriens, il y a beaucoup de collégiens. Madame Bonnet-Vallée peut vous répondre. Pourquoi Madame 0 Bonnet-Vallée peut euros vous répondre, Oui, mais juste peut-être. pourquoi 0 euros au conservatoire? Pourquoi plus de subventions pour la scène actuelle à la vapeur? Laissez-la répondre. C'est quand même... Sport et tourisme. Laissez-la répondre sur ces points. Pourquoi pas d'aide pour la Cité internationale de la gastronomie Juste de Reims, laissez-la ni répondre, pour vous prendrez après si Laissez vous la voulez. compétence au Marie-Claire département. Bonnet-Vallée, Mais non, ils n'ont pas perdu cette compétence pour la métropole. Non, Bien, ça ne faisait alors. pas partie de la loi Notré. allez-y. Écoutez, il y a beaucoup de choses. Donc vraiment, moi, ça me fait plaisir d'avoir l'occasion de ce débat pour y répondre. Déjà, on ne va pas laisser penser que le département est en train de s'assécher. Le transfert de compétences, le transfert financier du département à la métropole, 617 millions d'euros de budget, 4,5 millions de transferts financiers, Environ 500 39 équivalents temps plein, 39 agents ça, d'ailleurs qui pour, étaient très contents de rester au département. Donc on va arrêter de penser que le département ne fait plus rien. On va s'en sortir et je vous assure qu'il va y avoir de belles pages de Côte d'Or encore à écrire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est je vais vous donner des preuves de tout l'intérêt que nous portons à la métropole et notamment aux communes de la métropole. Parce que ça, c'est important. Que le département. Mais bien écrive des sûr, pages mais il n'y a pas que dijonnaises. Dijon dans la métropole. C'est là où il ne faut pas égarer Il y a les pas que- Côtes-d'Oriens. Mais il y a Dijon. Il y a 7 villes de plus de Considérez-la 7 comme villes. les autres communes. Madame Kunders, 7 villes plus Dijon de plus de 5000 habitants. 4 d'entre elles, vous les connaissez comme moi, puisque vous étiez présente quand nous avons signé les contrats avec ces villes. Fontaine, Talent, Chevigny-Saint-Sauveur, Chenauve, Madame Kunders. C'est intéressant quand même. Par contre, à chaque fois, et 3 qui sont elles-mêmes intéressées, nous ont sollicité. Saint-Apollinaire, Quetigny, et puis Moi, je Longwy. parle de Dijon, là. Longwy. Je parle de Dijon. Mais nous n'avons pas reçu de demande de monsieur le maire de Dijon. Mais peut-être qu'en tant que première adjointe, allez-vous la formuler ce soir devant tous nos spectateurs Vous pouvez y aller, Madame côte-d'Oriens. Kunders. Oui, mais Nous ne cesse de raisonnons. le formuler Je voudrais lors terminer des parce que sessions. tout le monde a interpellé la majorité allez-y. départementale sur ce point. Elle l'a formulé. Nous pouvons accorder d'aide, puisque effectivement Dijon a revendiqué toutes les compétences, la métropole a revendiqué toutes les compétences que la loi lui permettait. Donc ça veut dire que maintenant le département n'accordera de partenariat que dans le cadre d'un contrat. Et pour faire un contrat, il faut être 2 en bas de la page pour signer. Voilà ma réponse sur la relation entre le département et la métropole dijonnaise. Mais Didier Martin l'a dit, le débat, il est bien plus Madame vaste. Kunders, c'est vous qui refusez de signer. Le blocage vient de vous, de la On ne métropole. cesse de demander, que ce soit en session, que ce soit publiquement, justement, d'être mieux considéré, que la ville de Dijon soit considérée au moins comme une ville comme les autres, ce qui n'est pas le cas dans le département. Maintenant, juste ce que vous avez dit en introduction par rapport aux moyens, justement, qui ont été transférés au niveau de la métropole, là, vous venez effectivement de montrer ce qu'on dénonce depuis pas mal de temps, que le département a organisé justement... Qui a demandé toutes les compétences? Juste, laissez-moi terminer s'il vous plaît. A organisé par rapport au transfert de compétences le fait de donner de moins en moins de moyens, comme la prévention spécialisée ou comme d'autres services, et donc à assécher des services que nous récupérons qui sont morts, qui sont fermés, comme la prévention spécialisée, avec très peu de moyens. Donc voilà, juste la phrase que vous avez dit en introduction me va très bien. Je réponds parce qu'on ne peut pas se satisfaire. La littérature, vous savez, c'est très très agréable quand on rentre chez soi, mais quand on parle au Côte-d'Orien de politique départementale, la littérature n'a pas sa place. Donc il faut donner des chiffres en face. Tous les ans, je donnais des chiffres, tous vous m'avez les dit ans, de ne pas donner de chiffres. tous les ans, Il faut savoir ce que... le département, Un nouveau dialogue dans ce conseil départemental, parce que ces deux blocs Et ne c'est peuvent pas justement Laissez s'entendre. parler, ce monsieur dialogue, Martin. c'est nous qui l'avons incarné. Allez-y, monsieur Je dis, Martin. il faut un nouveau dialogue dans ce conseil départemental. Les deux blocs qui s'opposent pour finalement assez peu d'argent. Les chiffres ont été donnés. Mais il y a une guerre des égos qui est absolument insupportable et cette guerre, elle pâtit à tous les Côtes-d'Oriens, à tous les Dijonnais. Il faut sortir de cela et apportons un petit peu de calme, un petit peu
sang-froid à ce dialogue pour effectivement rétablir les choses et que demain, le département trouve sa place dans la métropole et que la métropole rayonne sur tout le département. Moi, c'est un peu maîtrisant, si je puis me permettre, de penser que deux modèles de développement qui sont radicalement différents. Il y a un modèle qui dit nous voulons concentrer, d'ailleurs vous parlez, le dialogue doit s'instaurer, mais on doit avant tout considérer que Dijon est la capitale, qu'elle doit rayonner. Évidemment qu'elle doit rayonner, évidemment qu'elle doit polariser un certain nombre de services. On ne va pas emmener un plateau technique de chirurgie à Semur-en-Ossois, à Châtillon-sur-Seine, et j'aime ces villes. Mais néanmoins, nous avons beaucoup de logique et de cohérence par rapport à ça. Et puis, il y a un autre modèle. On parlait, vous disiez que c'était un bassin d'emploi. Bien sûr, c'est un bassin d'emploi. Mais vous connaissez les enjeux liés à la mobilité. Vous avez tous été pris autour de cette table dans un bouchon, en sortie ou en entrée dijonnaise pour aller travailler. Je pense que ce modèle d'affirmation de la métropole, des métropoles en général, poussé à l'extrême, amène à l'asphyxie. Et ça nuira à Dijon et à la métropole dijonnaise comme ça nuit à tous les Côtes-d'Oriens. C'est la raison pour laquelle le modèle que nous prenons, et je termine, on va manquer de temps, il est pour le fait de rayonner sur tout le territoire de la Côte-d'Or. Un dernier mot, René Lioret. Parce que là, on fait une opposition entre le département et la métropole. Moi, pendant ce temps-là, je pense à tous ces ruraux qui souffrent de magasins qui ferment, de médecins qui ne s'installent plus, de leur paysage dénaturé par les éoliennes. Oui. Alors, les éoliennes, ça revient fréquemment. Oui, on va répéter encore une fois pour la 4e fois dans ce débat que ce n'est pas de la compétence du département. Ici. Mais on l'aura fait 4 fois. J'espère qu'on en parlera parce qu'on n'a pas encore parlé ici. Je vais devoir vous couper, René Lioret, car on arrive à la fin de cette émission. Il faut aussi baisser le patrimoine immobilier. Le message est passé. Il faut vraiment que je vous coupe parce qu'on va manquer de temps. On en arrive donc au moment des conclusions et c'est vous, Didier Martin, qui avez tiré le numéro 1. Juste avant que vous preniez la parole, on rappelle que vous êtes candidat sur le canton de Dijon 1. Face à vous, il y a 2 autres binômes dont les noms s'affichent actuellement sur votre écran. À partir de maintenant, vous avez 50 secondes. Didier Martin, c'est à vous. Voter pour les candidats de la majorité présidentielle, c'est voter ensemble la Côte d'Or pour protéger tous les individus à tous les âges de la vie, pour agir effectivement en faveur au soutien des personnes en situation de handicap et en soutien des personnes âgées. C'est également libérer les forces vives de ce département, en particulier bien sûr les forces économiques, mais j'insisterai beaucoup sur la transition écologique que nous devons tous ensemble conduire. Elle porte sur les transports, elle porte sur le logement et sur les nouvelles énergies qu'il faut développer. Enfin, voter pour les candidats de la majorité présidentielle, c'est voter pour La République En Marche, le MoDem, Agir, la droite constructive et Territoire de Progrès, qui sont des forces de rassemblement et de renouvellement de la classe politique. Et c'est terminé, merci beaucoup. On va passer maintenant à René Lioret. Je vais juste préciser avant, vous êtes candidat sur le canton de Beaune. Face à vous, 4 autres binômes. Leur nom s'affiche actuellement sur votre écran. René Lioret, vous avez 50 secondes à partir de maintenant. C'est à vous. Eh bien, moi, je demande aux Côtes-d'Oriens de voter pour nos candidats, car nous voulons intégrer le conseil départemental pour faire valoir nos bonnes idées en matière de lutte contre l'insécurité, en matière de lutte contre les filières d'immigration clandestine, en matière de sécurité, bien sûr, dans les collèges, en matière aussi d'entretien des routes, car nous sommes sur un département qui représente 1,5% du territoire français, 1,5 fois plus grand qu'un territoire moyen, et les gens ont besoin de se déplacer dans de très bonnes conditions. Et puis, nous serons également des fervents défenseurs du retour aux 90 km/h, chaque fois que c'est possible. La majorité l'a faite sur 20% des routes. Je pense qu'il faut aller plus loin. Chaque fois qu'il y a la sécurité, revenir aux 90 km/h pour des gens qui ont de nombreux kilomètres à faire. Merci René Lioret. Vous avez tiré le numéro 3. On va passer à vous, Marie-Claire Bonnet-Vallet. Avant que vous preniez la parole, je le rappelle, vous êtes candidate sur le canton d'Auxonne face à 2 autres binômes. Leur nom s'affiche actuellement sur votre écran. Vous avez 50 secondes, c'est à vous. Je voudrais déjà dire à tous les Côtes-d'Oriens quelle chance nous avons de vivre en Côte-d'Or, qui est un extraordinaire département. Et si je le dis, c'est parce que nous devons être à la hauteur de ses atouts. Alors pour ce faire, nous allons voter dimanche, et j'appelle vraiment tous les Côtes-d'Oriens à voter pour les candidats de la Côte d'Or passionnément emmenés par François Sauvadet. Parce que c'est l'avenir de la Côte d'Or qui se décide, non seulement pour les 6 ans à venir, mais bien au-delà.
Pourquoi ? Parce que nous sommes lancés maintenant sur des thématiques majeures et des projets structurants qui vont nous emmener. Le déploiement de la fibre à la maison qui va se terminer fin 2022. Le développement des projets alimentaires de territoire pour accompagner vers l'agriculture de demain et développer les circuits alimentaires locaux, les circuits alimentaires de proximité. Et puis, tous les enjeux qui sont liés à l'eau, et nous pourrions en parler longtemps. Nous sommes proactifs, nous sommes déterminés à être aux côtés des Côtes-d'Oriens sur la gestion durable de l'eau. Votre temps est terminé. Merci. On va passer à vous, Arnaud Guvenatam. Vous êtes candidat sur le canton de Dijon 6. Face à vous, 4 binômes. Leur nom s'affiche actuellement sur votre écran. Vous allez avoir 50 secondes à partir de maintenant. C'est à vous. Comme vous l'avez vu lors de ce débat, c'est la confusion généralisée. Les lignes sont troublées. On ne sait plus qui est avec qui. C'est la déliquescence de la Ve République. Et donc, dans ce contexte-là, certes, nous ne sommes pas nombreux, mais à 10, on sera la vigie citoyenne au département. Ce sera l'assurance pour vous, Côtes-d'Oriennes et Côtes-d'Oriens, d'avoir une équipe de gens déterminés, présents, à temps plein, qui ne cumulent pas les mandats et qui permettent de répondre aux urgences sociales et sanitaires, on l'a connu avec la crise de la Covid, aux urgences écologiques, puisque le temps presse et le département, notamment sur les questions de l'eau, peut avoir un impact sur la façon de repenser le modèle agricole et aussi à répondre aux urgences démocratiques. C'est pour ça que nous serons les seuls à être révocables, puisque c'est un engagement que nous avons pris. Merci Arnaud Guvenatam. Et on va terminer avec vous, Nathalie Kunders. Vous êtes candidate sur le canton de Dijon 2. Face à vous, 3 binômes. Leur nom s'affiche actuellement sur votre écran. Nathalie Kunders, vous allez avoir 50 secondes pour conclure. C'est à vous. Mesdames, Messieurs, les 20 et 27 juin, venez voter, venez désigner vos élus, car le département joue un rôle essentiel dans votre vie quotidienne, de la naissance jusqu'au plus grand âge. La Côte d'Or mérite une ambition affirmée pour toute la population, sans exception. La Côte d'Or doit être plus active pour lutter contre le changement climatique. Elle doit également être plus active sur le plan social. Il faut arrêter de dénigrer sans cesse notre capitale que nous aimons tant, Dijon, et d'opposer sans cesse la ville et la campagne. Et nous nous y engageons dans le cadre d'un large rassemblement de la gauche, des écologistes et du centre, qui proposent des solutions concrètes et finançables pour faire du département un département plus humain, plus solidaire, plus rayonnant et plus écologique. Alors les 20 et 27 juin prochains, mobilisez-vous et votez pour nos candidats qui sont les seuls à porter un projet social et écologique pour la Côte d'Or. C'est fini, Nathalie Kunders, merci. Merci à vous 5 d'être venus débattre sur ce plateau. La soirée de débat des départementales n'est pas terminée sur notre chaîne. Dans un instant, on va s'intéresser à la Saône-et-Loire. Et puis on rappelle tout de même, dimanche, n'oubliez pas, allez voter. On passe une petite annonce, on se retrouve juste après avec la Saône-et-Loire.